Bienvenue sur Saveur Brute, le podcast présenté avec saveur par des brutes. Nous sommes Morgan et Ringo, et pour ce deuxième épisode, nous allons mettre en lumière une personne qui, dans le milieu, se fait appeler Mathilde Ripoll et qui est coordinatrice de l'école de la convivialité. What the fuck, me direz-vous? Suivi de l'école de la convivialité? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec cette jeune trentenaire qui a pourtant déjà un CV long comme la jambe à Wemby. Vous êtes sur Saveur Brute avec Morgan et Ringo et c'est parti. Salut Mathilde, salut Ringo. Salut. Salut à tous les deux. Mathilde, tu es coordinatrice de l'école de la convivialité en une phase. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Notre nom porte à confusion, si ce n'est le mot convivialité, puisqu'en fait, on est vraiment une école pas comme les autres qui remettons de l'humain, du lien, du partage, du plaisir, dans les métiers, auxquels on s'attelle, en formation, qui sont souvent les métiers de la relation. Et du coup, ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on va former à la fois sur des compétences métiers, comme n'importe quelle école, mais aussi et surtout sur des compétences humaines essentielles à l'exercice des différents métiers, comme la confiance, l'écoute, la coopération, et le tout avec une approche pédagogique assez innovante, pensée pour des publics aussi peu qualifiés et en difficulté, et pour répondre aux besoins concrets des employeurs, en quelques mots. Mais du coup, pour être clair, c'est pour qui? Vous vous adressez à qui? Alors, comme bénéficiaire. Oui, enfin, Ouais. les élèves, Oui, parce que c'est bien dit, c'est joliment dit. C'est bien packagé. Mais c'est pas la banque ici, hein. Moi, je peux vous parler du parcours que je coordonne, qui est le parcours touche à tout, où du coup, on s'attelle à la formation sur les métiers de la restauration. Et vraiment, on a conçu notamment un parcours dédié au public très éloigné de l'emploi. Donc des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, des décrocheurs scolaires. On a aussi des profils qui ont eu une trajectoire de vie complexe et qui se sont retrouvés sur le banc de la société et qu'on a envie de remobiliser vers de beaux métiers comme la restauration. En tout cas, on réinvente les approches pédagogiques pour être sûr que ça puisse convenir à n'importe qui. c'est un projet qui est en lien avec le Social Bar Ouais. qui est à Paris. Ouais, carrément. Pour ceux qui connaissent pas le ou les social bars, deux copains, Renaud et David, ont eu un pari fou en 2016 qui était celui d'ouvrir un bar qui allait permettre de recréer du lien, tout simplement, à Paris. Ce qui est compliqué pour les Parisiens, enfin ceux qui le savent. Bon, ça veut dire qu'ils ont estimé que dans les bars, Les gens ne se parlaient plus. ouais, il y a eu un constat de base. Exactement. Qui était, en fait, les gens n'osent plus se parler, ne se rencontrent plus, ne sortent plus. Et ils se sont dit, bah, créons un lieu, en fait, où l'humain est au cœur, où le lien est facile et qui pue la convivialité, quoi. Et donc, ils ont créé un premier social bar qui a cartonné, avec une approche assez innovante où, en fait, en plus du staff classique qu'on retrouve dans n'importe quel bar, ils ont inventé un métier, en fait, qui est celui d'agent de convivialité. Et comme c'est des esprits très créatifs, ils ont aussi conçu plein d'activités et plein d'activateurs de convivialité pour que les gens se rencontrent dans cet espace. Par exemple, un truc tout bête mais qui montre bien l'esprit, dans tous les social bars en France, on peut jouer le prix de sa bière au dé. Donc gagner plus, enfin qu'elle prenne 2 € ou qu'elle perde 2 €. D'accord. Mais c'est un inconnu qui doit lancer le dé pour nous. Et mine de rien, c'est en icebreaker, en tout cas, c'est quelque chose qui permet vraiment de briser la glace et de rencontrer quelqu'un. Et généralement, la discussion s'ouvre et se poursuit autour de la bière. Donc voilà. Et donc, ils ont inventé plein de choses comme ça. Et en fait, fort de cette expérience, ils ont été élus d'ailleurs meilleur bar en 2019 par Time Out Paris. Enfin, c'est un truc assez télémédia Ouais. assez reconnu. Et ils ont déployé d'autres social bars en France. Et petit à petit, ils ont aussi, ils se sont dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire avec cette mission autour du lien social, du réenchantement des espaces, de créer des ponts entre des personnes ou des publics qui ne se rencontrent pas». Et ils ont créé plusieurs activités, en fait, qui devient, le groupe social Bar & Co, où tu as les bars qui sont toujours en service. Tu as une agence événementielle où, en fait, les agents de convivialité sont déployés, dans différents événements privés, publics. Par exemple, il y a des agents de convivialité du groupe qui ont animé la cérémonie d'ouverture des JO, tu vois?
Donc c'est comment réenchanter, pareil, des lieux, des espaces, comment le faire en sorte que les gens se rencontrent et passent un bon moment. Du coup, c'est un peu comme une agence extra, mais en convivialité. En convivialité. Ouais. Ouais, et ils sont payés pour être conviviaux, c'est génial. Ah, c'est bien ça. C'est top. Ouais. Mais bon, les Parisiens ne vont pas gagner beaucoup de sous, du coup. Bah justement, si, Ah oui? bah il en faut pour. Mais et on a aussi un laboratoire de recherche et de développement qui s'appelle le Labo du lien, qui se penche sur OK, comment on prouve que la convivialité, c'est pas juste un mot sympa où on s'amuse entre nous, mais c'est vecteur de business, c'est vecteur aussi de croissance, c'est un mot sérieux qui permet de faire en sorte que les gens aiment travailler, veulent travailler ensemble et que le monde aille mieux, quoi, en bref. Et l'école de la convivialité s'inclut, si tu veux, dans ce groupe-là, avec cette mission de former, réenchanter la formation, mais aussi les métiers, et à destination en cœur de cible de public éloigné de l'emploi. Mais vraiment, j'adore de parler aussi, hein. Mais là, franchement, c'est tellement beau comme projet. Et je vois, toi, tu le vis, même le projet. Ça se voit, ça se voit, nous, on le voit. Ça s'entend surtout. Et c'est pour ça, normalement, j'ai du mal à laisser parler quelqu'un, je coupe tout le temps. Hein. Morgane, il me fait remarquer ça des fois. Et là, tu vois, Mais là, franchement, là, ça m'a tellement intéressé. C'était tellement cool. Mais alors, écoute, moi, ça me fait rebondir sur deux choses. La première, c'est que tu dis que ça vient de 2016, donc c'est déjà un truc, tu vois, qui existe bien avant le Covid. Ouais. Le constat parce qu'on parle beaucoup depuis le Covid, tu vois. Et mine de rien, ça fait 5 ans que c'est passé, la grosse crise du Covid, quoi. Mais ça veut dire que c'était quand même déjà 3 ans avant le Covid, quoi. Et Peut-être ils ont relancé le Covid pour que ça marche aussi. Hein. non, non, mais du coup, il y a ça et il y a un autre truc, c'est souvent un problème dans le milieu professionnel, c'est justement la convivialité où je dirais que c'est pas compatible. ah, C'est donc oui. alors je parle pas d'être sympa avec ses collègues de travail et ça c'est normal ou d'être poli avec ses collègues de travail, mais je parle de la convivialité, le fait qu'on puisse, être, détendu, convivial, créer du lien, que les choses elles soient assez simples. Il y a plein de paramètres autour qui font que c'est compliqué d'associer les 2 et je trouve que là effectivement quand tu dis, défi fou, je trouve que, ça donne du sens. T'as raison, et encore plus, je trouve, dans le secteur de la restauration où en fait, c'est souvent ancré, on parle de brigade, qui est quand même un terme extrêmement militaire, Oui. avec de la verticalité dans les relations. Mais pour le coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est tu peux être dans un cadre classique, contraint, en cherchant ta propre convivialité, ce qui permet de te sentir bien seul et de te sentir bien avec les autres. Et nous, ce qu'on trouve intéressant aussi dans l'approche de la convivialité en formation et dans les milieux professionnels, c'est, il y a pas de dictat à sourire et à sursourire. Pour nous, c'est pas ça être convivial. Être convivial, c'est être inclusif. C'est savoir communiquer, c'est savoir coopérer, et je crois que ça servira à tous les business, quoi qu'il arrive. Bah, c'est bien d'avoir une définition de la convivialité. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, convivial, on peut avoir l'aspect de la personne extravertie qui fait des blagues et cetera. Un peu comme, Ringo, Ouais. voilà. Ouais. Mais en fait, c'est autre chose, c'est, Pas très convaincant ce que tu vas faire. Hein. On voit, il y a mis plein de phrases déjà dedans qu'on pourrait accrocher sur un mur en cuisine, dans le salon. Oui, oui, oui. Et en fait, et même justement, je trouve que pour les restaurateurs, on met la définition qu'on veut derrière, mais moi, ce que j'ai envie d'expliciter, c'est chacun a sa propre convivialité. Et typiquement, ce qu'on fait nous aussi dans nos parcours, c'est d'accompagner chaque individu à exprimer la sienne. Et typiquement, moi, je suis extrêmement souriante. C'est pas pour autant que je parle fort et que je pourrais animer une salle de 50 personnes. Pour autant, je crois que je suis quelqu'un de convivial parce que je suis connectée aux autres, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que tu as souligné que tout le monde a sa place. Introverti, on peut trouver sa place et de manière conviviale aussi, voilà et donc Vous ça, pouvez être c'est convivial et introverti, ouais, voilà, complètement. voilà, c'est pas incompatible Non. et je pense que c'est là où c'est intéressant aussi comme truc, il faut le dire parce que, tu vois, convivialité, ça sonne, social bar, convivialité, la personne, qui est un peu introvertie ou qui a du mal à prendre la parole en public, comme tu dis, ben, potentiellement, dans l'école de la convivialité, au social bar, peut trouver sa place, quoi. Complètement. Voilà, c'est l'idée. Ouais, et comme tu as dit tout à l'heure, c'est un peu comme le militaire de restauration, en cuisine. Et c'est ça qui aide énormément, on ne dirait pas, mais pour une convivialité. Justement, parce que vu que c'est cadré pour tous les mondes un peu pareil, en fait, chaque personne, il peut ramener justement sa personnalité. Et ça fait l'ensemble
l'ensemble qui soit bien convivial du coup et qui fait un grand groupe qui se complète super bien. Comme on dit en cuisine, ben, moi je le dis tout le temps, je sais pas si les autres ils disent, mais en fait un chef il peut jamais être mieux que son équipe. Et une équipe sera rien sans le chef non plus. C'est vraiment un chef, s'il n'arrive pas comme dans un orchestre de tout relier, en fait, ça fonctionne pas. Un restaurant, une cuisine ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est toute la convivialité. Il y en a beaucoup qui ont besoin de cette petite discipline aussi. Parce qu'ils osent pas, comme tu viens de dire, ils osent pas de parler devant un public. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'équipe qui l'ose. Et l'autre, il a le sourire. Un qui a la technique. L'autre qui a la discipline de nettoyage. Plein de choses qui complètent. Et c'est ça notre métier, en fait. Donc toi, pour toi, si je résume ce que tu viens de dire, ça revient un peu à la question qu'on se posait la dernière fois avec Yannick. Le côté brigade, le côté militaire, pour toi, c'est plutôt un avantage pour la convivialité. Oui. Et c'est quelque chose peut-être qu'il faut défendre dans la restauration, du coup. Il faut des côtés un peu. Militaire, ça veut pas dire qu'on crie, on ne respecte pas les différents degrés. Je dis pas le mot encore une fois, hiérarchie. Je sais plus comment on dit. Hiérarchie. Hiérarchie. Voilà, merci. En fait, c'est très important de l'avoir, mais c'est très important aussi de respecter chaque poste. Moi, je crois aussi, bon, écoute, qu'il faut, pour faire société, il faut quoi qu'il arrive du cadre, mais un cadre qui permette à chacun d'exprimer son individualité. Le bordel ne mène nulle part, on le sait. Et c'est en ça où, alors après, moi, je connais moins, j'ai moins expérimenté les brigades, les cuisines, les coulisses de restaurants, parce que où j'adore manger, j'y mange. J'ai fait pas grand-chose d'autre. Mais je suis en étant coordinatrice de parcours justement et en portant le mot convivialité, souvent on se dit, «Ça va être un joyeux bordel». Non, c'est extrêmement cadré. Il faut du cadre pour que les gens s'épanouissent ensemble et en ça, je te rejoins sur un modèle, alors peut-être pas militaire parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place à d'expression de soi, Oui. mais en revanche, un cadre avec une gouvernance ou une hiérarchie établie qui convienne à tout le monde, moi, c'est les clés de la réussite d'un groupe qui fonctionne bien, quoi. Et En pour formation aussi. Ouais, et c'est pour ça, ouais, justement, en formation aussi, cette école convivialité, mais en fait, il y en a 80% qui n'ont jamais vécu cet encadrement. Et juste avec cet encadrement, sans avoir appris de tenir un couteau ou de servir un verre de vin, déjà de cet encadrement pour plusieurs personnes, il y a quelqu'un qui le encadre avec le respect, qui encadre, qui est à l'écoute, c'est encadré aussi. Ben, en fait, ça les aide déjà à gagner en confiance, à vouloir de se remettre dans le lieu de travail, de relever la tête aussi. C'est tout ça. Tu vois, on avait dans la formation, ben, on savait peut-être, mais là, il me faudra peut-être un peu plus de temps pour les façons techniques, pour apprendre les techniques. Mais il en fallait 2 semaines pour la confiance. Ça, c'est personne. Et ça, c'est déjà une réussite énorme si tu as quelqu'un, parce qu'il y a tout d'âge à l'école de convivialité. S'il y a quelqu'un de 50 ans, 55 ans, des fois, tu arrives en 2 semaines de leur remettre une confiance qu'il n'a pas eu depuis 20 ans. En 2 semaines, ça m'émeut. Des petites réussites, des petits mots, des trucs. Ouais. Puis même par la responsabilisation aussi et la confiance. C'est-à-dire que c'est des publics, qu'on peut ne pas vouloir laisser faire ou en tout cas qui ont jamais été mis en lumière ou en valeur pour une compétence, ou quoi. Et en fait, nous, ce qu'on fait et du coup, peut-être pour contextualiser un peu, Ringo est l'un de nos chefs formateurs. Donc on travaille ensemble et il accompagne un des groupes, et notamment celui de Marseille, et pour le coup, on partage ces valeurs-là. Et c'est, à partir du moment où on leur donne la parole, on les met en lumière, on les responsabilise et ils ont le droit à l'erreur, ça génère un boost de confiance, fabuleux avec des moments compliqués évidemment. Mais c'est sûr que moi j'aime dire qu'à l'école de la convivialité, on forme à des métiers mais surtout pas que, et en fait former un métier, c'est 30 à 40. Nous, on forme, on accompagne sur de la posture, sur de la prise de confiance, et c'est, je crois, ce qui fait la différence aussi auprès d'un employeur, à compétences égales, quoi. Ou même parfois à compétences moindres, quelqu'un qui a des soft skills, des compétences transverses, qui sait communiquer, qui est proactif, il aura plus sa place dans une équipe que quelqu'un qui est absolument incroyable en technique pure, mais qui sait pas travailler avec les autres, quoi. Qui a pas de savoir-faire, de savoir-vivre, Ça va savoir-être. Ouais, ça va être.
Ah ouais. Ouais, j'ai croisé beaucoup de personnes au niveau technique, etc. Mais on dit les machines, vraiment comme un livre. Mais dès que tu l'as mis avec une équipe, il valait plus rien, cette personne. C'est quoi l'organisation de cette école? Ça se passe où? Il y a des cuisines? C'est comment ça s'organise? Donc moi, je m'occupe du parcours touche à tout, qui est un des parcours de l'école. Moi, D'accord. je vais parler de ce parcours qui est dédié au métier de la restauration. En fait, c'est une expérimentation au niveau national. Donc là, à ce jour, on a 4 lieux en France, et on a testé différents modèles justement pour voir ce qui était le plus efficace en termes d'apprentissage et surtout en termes de sortie vers l'emploi. Donc on a Paris et Saint-Ouen. À Paris, c'est donc des groupes de 20 personnes, recrutées en partenariat avec France Travail, avec ou sans expérience. Notre seul prérequis, c'est des gens motivés qui sont en recherche d'emploi. Et qui ont parlent un français, qui leur permettent quand même de pas être en difficulté dans les modules, d'apprentissage. Et en gros, donc à Paris, le groupe est hébergé dans notre social bar qui est fermé au public la journée. Donc ils sont dans un environnement, de réel quoi, en situation de travail, vu qu'ils sont dans un restaurant, un bar qui ouvre et qui reçoit du public le soir. OK. Mais ils ont pas de clients la journée, donc ils évoluent dans l'environnement sans être tout de suite en contact avec la clientèle, sauf sur les événements, particuliers où ils ouvrent le social bar D'accord. le midi, sur un restaurant éphémère pour s'essayer en conditions réelles. La même chose à Saint-Ouen, donc Saint-Ouen qui est juste à côté de Paris, où là, le projet pédagogique est encore un peu différent parce qu'en fait, c'est l'un de nos bars qui avait fermé et eux, ils ont pour projet la réouverture de ce bar. Donc ils redonnent vie au bar. Ils se connectent avec le réseau local, ils sont très proches du milieu associatif. Il y a beaucoup de précarité dans cette ville, du coup, on a aussi teinté le projet pédagogique sur un projet solidaire de lieu, d'accueil et ça autour évidemment de la restauration, hein. Marseille, on est dans un lieu qui est un lieu un peu plus lieu-école avec une cuisine qui était, une cuisine professionnelle, un ancien réfectoire en fait, qui était ouvert à du public, intra-d'entreprise. D'accord. Où on a récupéré cette grande salle de 80 personnes et une salle de formation plus, la cuisine où là, on ouvre aussi de temps en temps au public, sur des restaurants éphémères et d'applications pour tester en conditions réelles. Et à Toulon, on est dans un restaurant aussi, au Mourillon, qui est ouvert, au public le soir. Donc en fait, on a testé plein de formats différents, mais le cœur de la pédagogie, c'est, un groupe de 20 personnes hétérogènes, la formation sur 2 métiers, donc le service et la cuisine, tout ça et porte bien son nom, qui s'appelle le parcours touche à tout. Notre but, c'est de développer des profils polycompétents pour le secteur de la restauration et que même eux puissent choisir le métier qui leur convient le mieux, parce que souvent ils viennent avec une envie, une connaissance, pas forcément un projet, donc on les aide à définir leur projet. Et la pédagogie, elle est autour de la mise en situation réelle, en fait. Donc c'est rythmé par des événements, on n'est pas à l'école, on n'est pas assis dans une posture passive d'apprentissage, on est vraiment acteur de sa formation et de son parcours. Et voilà. Et on est aussi, toute une équipe donc de formateurs techniques dont Hugo fait partie, par exemple, mais aussi de coachs, puisque notre but, c'est, sur des publics éloignés de l'emploi, il y a beaucoup de freins périphériques, des freins au travail, donc des freins, généralement, personnels, et le but, c'est qu'ils soient aussi accompagnés à la levée de ces freins-là, pour avoir derrière une insertion durable. Donc c'est vraiment un package, formation technique, mise en situation réelle, inclusivité, convivialité et accompagnement individuel des profils. D'accord, donc là, du coup, dans l'école, il y a des chefs cuisiniers? Il y a les chefs cuisiniers. Alors c'est souvent, majoritairement, je dirais 80, c'est pas des formateurs en tant que tels qu'on va recruter dans les écoles. Nous, on est allés chercher l'équipe pédagogique dans la société civile. On voulait des touches à tout aussi. Pour former des touches à tout, on voulait des profils touches à tout, donc des gens qui sont aussi en activité. OK. Et qui savent travailler et qui travaillent toujours, en fait. Donc pas que des formateurs. Et on est aussi allé chercher, des personnes qui n'avaient jamais formé dans notre pool de formateurs techniques pour pouvoir construire ensemble, justement, un parcours pédagogique empreint des réalités du terrain et pas, des grandes compétences, théoriques. Très bien comme approche. Je trouve ça très, Et je peux te dire, même nous, en tant que formateurs,
Moi, ça fait depuis des années, je suis chef et je forme depuis toujours, en fait, hein, en tant que chef dans les grandes brigades, on va dire. Parce que des fois, il y a un chef, mais le chef, il n'y a pas enfin, d'autres personnes. Du coup, on est obligé d'être chef hein, si on est tout seul en cuisine. Mais là, dans ces circonstances et dans ce travail-là, je me dis, moi, j'adore ça déjà et j'apprends tous les jours en plus. Hein. Ce n'est pas une formation normale. J'apprends de gérer le stress des autres, comment je peux arriver qu'ils trouvent le même but, donc qu'est-ce qu'ils font, le même chemin, comment, parce qu'ils sont les caractères, déjà on a les caractères très très différents hein, dans la restauration, mais là encore une fois, ça se rajoute encore une difficulté qu'il faut transformer en positif pour que ça reste pas une difficulté. Et là, ça fait vraiment, même avec les autres formateurs, ils disent la même chose, ils disent, mais chaque jour on apprend énormément de choses, comme les touche à tout en eux-mêmes, hein, en fait et nous on apprend avec et ça, c'est super content, on est super content. Moi, j'en ai fait un métier de cuisine déjà pour jamais m'ennuyer parce qu'il faut évoluer et ça devient plus en plus rapide. En plus, il faut être derrière, hein, pour être à la page, on va dire, hein. Là, j'habite à Pépin dans un village, j'arrive à Marseille, j'ai l'impression des fois je suis 10 ans en arrière, hein. Je suis à moins de 10 ans dans le futur, quoi, quand tu arrives à Marseille. Maintenant, je vais dans la forêt, chez moi pour récolter les trucs, mais c'est plus à la mode ouais, en fait, apparemment, c'est plus à la mode déjà, hein. Et vu qu'on a parlé de l'école et on ouvre de temps en temps, on fait un petit restaurant d'application solidaire. Et ça marche trop bien. Et ils sortent des trucs de fou. J'ai fait tous les restaurants d'application, évidemment. Et c'est Évidemment. évidemment. Oui, on fait toujours un peu les trucs qui sortent d'ordinaire aussi, parce que je dis, vous apprenez ici tellement de techniques, je veux vous apprendre tellement de techniques, au moins de le voir ces techniques. Si vous ne l'utilisez pas derrière, vous en fout. Mais vous le connaissez, vous allez dans tous les restaurants et vous pouvez apporter déjà votre touche, le touche à Et tu vois, pour que tu comprennes aussi comment on travaille, donc il y a ces fameux restaurants d'application qui sont ouverts au public une fois par mois à Marseille. Mais on travaille aussi avec des partenaires. Donc, par exemple, on a travaillé avec le Secours catholique, où vous avez magnifiquement servi un brunch pour 100 personnes dans un centre d'hébergement, enfin un centre d'accueil de jour, pour faire des Noëls en plus. qui était Ouais. super chouette. Le but aussi, on aime engager par la solidarité. Parce qu'on sait à quel point c'est un boost de confiance aussi, de se rendre compte de l'utilité qu'on a et de l'impact qu'on peut avoir dans la vie, et encore plus à travers son métier, et ça marche trop, trop bien. Enfin, on a fait vraiment des belles choses, à Marseille, avec les groupes. Et le restaurant d'application à Marseille, c'est toujours le même? C'est toujours au même endroit, donc on est hébergé par le centre Mistral, à côté de la gare Saint-Charles. Donc le dispositif va se pérenniser dans cet endroit, donc c'est hyper chouette, c'est un super cadre. Ah, ça commence à être même connu, hein, ça va vite, hein, parce que les réservations, on ouvre des fois 2-3 jours avant le restaurant d'application et Et c'est ça se fou. remplit vite. Hein. Ouais. Et c'est prix libre et conscient, parce que le but, c'est vraiment enfin, nous, on fait pas de business sur ces mots, C'est là que enfin, on donne ce qu'on veut? selon ses moyens et ce que vous voulez. Ouais, exactement. D'accord. Je crois là, on l'a gagné à qui, hein? Bah, justement, ça allait être ma question, vous avez réussi, vous arrivez à définir pourquoi justement ça marche aussi bien? Pourquoi c'est full comme ça? Et ça fait sans doute partie Bien sûr. des critères qui font que ça marche. Si, je peux donner ce que je veux? Mmh. Ah oui, évidemment. Bien sûr, ça marche aussi et le but, c'est, en travers de ça, qu'il y en a certains qui viennent, ils voient le joli projet qu'on fait, ils comprennent le projet qu'on fait et avec, leur agent qui donne prix libre. En fait, il prolonge juste, il aide juste ce projet de continuer à vivre, d'en faire un prochain restaurant et cetera. Surtout qu'on les touche à tout pour continuer leur projet aussi, hein, et notre projet et on a les touche à tout qui revient après pour le restaurant avec leurs parents, c'est vraiment très intéressant. Quand tu dis les touches à tout, du coup, C'est ouais, voilà. On appelle les touche à tout, c'est c'est les les élèves entre guillemets, bon, c'est ça, ou les personnes qui sont formées. Sur Marseille, on en a accompagné, on est à 45 personnes en tout, accompagnées depuis octobre. Ah ouais, ça allait être ma question du Ouais. coup aussi, ça voilà, combien de personnes, Sur Marseille, donc 45 en tout sur l'expérimentation, heu, donc qui va se terminer, l'école va fermer pour l'été là, au mois de juin, pour le groupe le plus tardif. On aura accompagné 154 personnes en 8 mois, OK. sur nos 4 sites, et Marseille à un 45 à peu près. Heu,
Ce qui est fabuleux parce on est en train de créer une communauté aussi, de profil. Moi, notre rêve, c'est d'avoir un label et de labelliser les restaurants touche à tout. Ce serait trop chouette, mais avoir Trop chouette. qui gage de convivialité, qui gage d'insertion, qui gage d'inclusion aussi. Et ouais, et du coup, voilà, mais c'est être une de mes autres questions. Attends, avant que tu poses ta question, t'as pas envie qu'on boit un petit coup, on fait une pause? Je vois Mathilde, elle a tellement parlé, à mon avis, elle a soif. Hein. Ok. Et moi, je prépare une petite surprise aussi. Ah oui. Bon, je vous ai ramené une petite surprise. Morgane, il profite un petit peu. Vraiment, c'était pour Mathilde parce qu'elle est enceinte et elle adore les desserts. Et je me suis dit, qui mieux pour un dessert que ma chef pâtissière préférée, avec laquelle je travaillais pendant quelques années ensemble, Cassie. C'est Raconte Mélanie Massia. On va le mettre aussi dans les commentaires, si vous voulez regarder son Instagram. Et franchement, c'est une personne adorable. On dirait, c'est une personne très, très timide. J'adore cette personne et elle arrive à s'exprimer sur les assiettes. On nous dit c'est très minutieux, ça on le voit. C'est très joli, qu'est-ce qu'elle nous a préparé. Je vous laisse déguster et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Elle m'a fait toutes les explications. Et chaque fois, elle me fait les explications. Ça, c'est typiquement pâtissier aussi. Hein. C'est très joli, les couleurs vont bien ensemble, il y a une recherche visuelle. On sent qu'il y a du boulot. On voit, il y en a vraiment il y en a du travail. Hein. Moi, j'ai le nez au-dessus, là. Et franchement, déjà au niveau de nez, c'est impressionnant. Moi, j'ai une Madeleine de Proust. Ça me rappelle. Moi, c'est au chocolat. Et il y a c'est rose des sables. Tu sais, les espèces de cornflakes Exactement, c'est ça. enrobés de chocolat. Ma mère m'en faisait tout le temps. Je l'adore. J'en ai fait en maternelle, moi. C'était un atelier de cuisine. Et tu sais, il n'y en a aucun, pour moi, hein, il n'y a pas de compliment mieux que de dire ça me rappelle. Oh, Ah, ça, c'est le meilleur compliment pour un pâtissier ou pour un cuisinier aussi qu'on peut faire. Hein. le bon souvenir. Ouais. Du coup, je parle la bouche pleine pour montrer que j'adore. Nickel. C'est bon. Alors moi, je suis pas très sucré, tu vois. C'est vrai. Je mange des sucres, hein, mais Tout saucisson. voilà. Je suis team saucisson fromage. Mais je vais expliquer cela. Je sais apprécier quand c'est bon. Et alors là, du coup, C'est à quoi celui-là, le filet de viande ou tais-toi? Moi, j'explique d'abord le chocolat que tu as, Mathilde. je sais pas, ça me cache. Je le lis comme c'est marqué, hein, parce que sinon, mais là, Donc là, on explique ce que Mathilde a dans son assiette et ce qu'elle est en train de manger. exactement. Et là, il y en a tellement de trucs marqués, tu vas te dire, mais ça rentre dans tout ce dessert. Alors, tu as un tourbillon et c'est un mousse de noix de pécan avec un peu de praliné pécan dedans. Les biscuits dessus, c'est du café. La poche, alors je mets du crémeux de chocolat macaillé. Un chocolat macaillé, c'est avec Vairona, c'est un grand chocolatier à Paris. Quand on travaille, c'est 62% de chocolat noir. C'est un grand cru. On dit ça pour le chocolat aussi, toi qui le sais peut-être. Et après, tu as un chocolat caramélia. C'est un chocolat qui est caramélisé, qui légèrement. En fait, c'est comme un chocolat blanc un peu, mais qui est caramélisé. Un croustillant de cornflakes, qu'est-ce que tu en avais dit? Et du chocolat et du pralin piquant aussi. C'est délicieux. C'est délicieux. Il y a du pécan. Oh, il y a des gros morceaux de chocolat. C'est hyper beau. Oh, il y a des gros morceaux de chocolat. Elle découvre à chaque bouchée, on découvre autre chose. Non. Et c'est sucré? Oui, mais c'est pas trop sucré. Ouais. J'ai pas envie de boire la moitié de ma bouteille d'eau. Je suis bien. Bah ouais. Parce que là, moi, du coup, celui que j'ai dans l'assiette, peut-être que tu vas nous dire ce que c'est, Ringo. Je trouve ça bien, parce que c'est pas trop sucré, justement, tu vois. On sent bien le goût des graines. Mais c'est une très. J'ai un peu honte parce que j'ai l'impression de faire un peu le mec. Genre, je me prends pour un critique culinaire, tu sais. Ouais. Mais vu qu'on est en train de. On donnera ton adresse, de toute façon. Non, mais je veux pas faire le spécialiste. Mais franchement, globalement, concrètement, c'est pas mal. C'est bien équilibré. Franchement, c'est une petite touche sucrée, c'est crémeux, c'est Et là, il va il y a des graines, franchement. Mais c'est très délicat, la pâtisserie, je trouve. On peut faire la pâtisserie. On dit souvent un restaurant, sauf c'est la pâtisserie d'un cuisinier ou c'est la pâtisserie d'un pâtissier. C'est un métier. Ouais, et l'équilibre, les textures, etc., c'est ça que la difficulté. Hein. Ouais, franchement, c'est bon. Ça, c'est le prochain cassidin, lequel on est en train de manger là, hein, avec Morgane. T'appelles ça quoi, le quoi? Cassidin.
Cassidin, c'est au restaurant La Presqu'île, là où Mélanie elle travaille. C'est le menu du jour. Et le menu de semaine. On change tous les semaines ou tous les 2 semaines, ça dépend. Donc ça, c'est le dessert cassidin. Oui. Et il y en a le tournesol, courge, sarrasin, J'avais vu. lin, sésame et d'autres graines encore. En fait, c'est un dessert en graines. Hein. Ouais, complètement. Et ganache montée aux graines, praliné de graines de courge et une gastrique au citron et miel. Putain, sympa. Et la nougatine, regarde, on t'a fait... Là, c'est la gastrique citron et miel. Mm. C'est comme ça que j'ai appelé l'appareil. Ouais. Non. C'est bon. Ah, ok. En fait, c'est cette gastrique qui le ramène léger, Ouais, les desserts. Ouais. d'accord. Et je trouve dans ces desserts, on sent un peu la différence entre un dessert et un dessert. Sauf faim. Hmm. Ça a réveillé mon bébé. Ben voilà. Tap. Et on veut plus. Hein. Ah bah, merci Mélanie. Hein? Coco. Et côté Serge, je viens de recevoir un texto. Et nous avons une touche à tout qui vient de décrocher un contrat et qui commence lundi. Ojette. Non, trop bien. En live avec une En live. site. Et moi, ben, je suis C'est Radio Odette, c'est une jeune Rabo. C'est une jeune Odette, ouais. Ouais. Je posais la question parce que c'est pas évident. C'est trop bien. Franchement, c'est cool. Et ben, je suis passé juste avant à l'école parce que j'ai envoyé Brigitte, Ouais. et Guettin, comme je l'appelle, à une connaissance à moi, à Allo. Et il a recontacté aujourd'hui pour en cuisine, parce que normalement, elle a fait toute sa vie, elle a fait le service. Mais passionnée de cuisine, et là, j'ai travaillé une semaine avec elle en cuisine, et on voit vraiment, elle est passionnée, hein, c'est super. Et ben du coup, lui, il cherche quelqu'un, et en plus, c'est un restaurant très convivial. Ils adorent ça, ils ont un terrain de pétanque dans la terrasse et tout. Hein. Ouais. Et ben, il a recontacté, et ben, il va faire un essai. Croise les doigts. On croise les doigts. Merci. Si tu veux, Mordan, on essaye de trouver un vrai métier pour toi aussi. J'aimerais bien. Franchement, je demande que ça. Je suis ouvert à toute proposition. Tiens, merci, mais Ouais. Merci beaucoup. sensationnel. Ouais, pas mal. Hein? Ah ouais, franchement, c'est presque bon. Ah ouais, Mélanie. Continue comme ça. Hein. Avant de cette dégustation, on parlait des prix des prix libres des restaurants d'application et ça me fait penser. Alors peut-être que je me trompe. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans le Sud-Ouest, dans un petit bar qui s'appelle le Remue Ménage. C'est un bar associatif qui fixe un prix libre. Les gens qui travaillent dedans sont bénévoles. Ça permet de faire vivre le bar du village. C'est un tout petit village. Et du coup, il y a une tirelire qui est posée sur le bar. Et tu payes, toi, sans qu'on ait à te réclamer. Ce que tu estimes que tu as bu, quoi. Et globalement, vu qu'on était en vacances là-bas et tout, on a bien pris le temps d'aller au bar et de boire des bières là-bas. Et on s'est rendu compte qu'au final, eh ben, tu laisses plus facilement un billet un billet de 10 €, un billet de 20 € que quand c'est le serveur qui te réclame. Maintenant, là, tu me dois 3,50 €. Ouais. Et il y a des Etc. études qui prouvent ce que tu dis ou finalement ça te. Du coup, on boit des bières toute la soirée. Et au lieu de se casser la tête à se dire, attends, mais j'ai bu pour combien? Tu prends un billet de 20 balles et tu le mets direct. Et généralement, je pense que c'est plutôt des bénéfices pour le bar. Mais surtout, c'est bénéfice pour le bar parce qu'ils n'ont pas de charge si les gens bénévoles qui travaillent dedans aussi. Pourquoi? Ah, parce qu'ils sont pas payés. Parce que Ah, parce c'est- que Parce que l'argent, il est juste utilisé pour l'association, pour faire des soirées, mais en quoi tu les sociétés. dans le projet? Oui, oui, c'est ça. Ouais, Ouais, bien sûr. Ça d'ailleurs, après, ça vient Mathilde. On investit dans le projet, des trucs comme ça. En fait, tout est rose et tout ça. C'est très bien. Il en faut les gens qui pensent comme ça. Hein. Mais après, malheureusement, comme tu as dit vite fait tout à l'heure aussi, que ces projets-là, ils pourraient y avoir de partout. Mais malheureusement, souvent, en fait, c'est les finances aussi qui qui bloquent avec tous ces trucs. Qui bloquent tous ces Mais trucs. ça, c'est un de mes vrais. Il y a mon travail avec l'école de la communauté et il y a Mathilde, la freelance qui accompagne les structures de l'ESS. Et en ce moment, Les structures de l'ESS. de l'économie sociale et solidaire.
Donc, en gros, si tu veux, c'est un gros mot pour dire les assos, les coopératives, tous ces modèles horizontaux, plus des entreprises privées, labellisées ESUS par exemple. Donc, typiquement, c'est ce qui est l'école de la convivialité. En gros, tu es une entreprise privée, tu fais des bénéfices, mais les bénéfices que tu fais répondent à une charte et sont aussi contrôlés sur la manière dont tu réinjectes les bénéfices dans ton projet, comment tu les redistribues, etc. Ce qui prouve que tu as un impact, une raison d'être et que, et que tout ça sert aussi une raison d'être sociale, quoi. Et c'est un vrai sujet que tu soulèves. Et pour le coup, en ce moment, je travaille avec d'autres freelances où on est en train de former un collectif de freelance à impact où nous, on veut redonner le pouvoir aux structures de s'émanciper financièrement. Parce qu'en fait, il y a un monde qui sépare le privé du public, l'associatif du mercantile, quoi, de l'économique. Alors en fait, il y a un monde au milieu où moi, je crois à de nouveaux modèles vertueux qui font de l'argent sans, et c'est pas un gros mot, où tout le monde soit rémunéré aussi à sa juste valeur, mais en même temps qu'on puisse développer des projets à impact. Je le dis très mal parce que je suis pleine de sucre. La compte à qui? À Mélanie? Ouais, merci Mélanie. Du coup, je sais plus parler, je sais plus réfléchir tellement j'ai du sucre. Mais en fait, c'est un vrai sujet pour moi. Et venant du monde du privé, du marketing, du luxe, de ce secteur-là, et travaillant aujourd'hui dans le secteur du social, en fait, il y a des modèles, et en tout cas, il y a un modèle au milieu qui prend du meilleur des deux côtés, où l'argent ne doit plus être un sujet tabou, même pour du social et même pour de l'associatif, pour créer des modèles pérennes. Et alors, du coup, tu as dit un truc qu'on n'a pas encore évoqué, c'est ton parcours. Ouais, Et tu as dit que tu venais là du marketing Ouais. de luxe. du luxe. Ma question, c'est quel est ton parcours? Mmh mh. Et est-ce que tu arrives à trouver un sens, un lien entre là d'où tu es parti et là où tu es arrivé aujourd'hui? Est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée? Ouais, je me suis posé la question. Bah, rien que pour me vendre, c'est pas mal que je me pose la question, mais en fait, oui. Donc moi, j'ai un parcours autour de la communication, la création numérique, les médias sociaux, toutes les nouvelles techniques digitales, le e-business, enfin bref, des gros mots pour dire faire de la pub en ligne ou avec des leviers digitaux. Et j'ai commencé ma petite carrière dans des agences parisiennes de luxe, où j'ai travaillé sur des problématiques classiques, de la grande marque qui sort un nouveau produit pour toucher une nouvelle cible, à le lancement d'une marque et du coup la création d'une identité de A à Z. Enfin bref, j'ai travaillé sur plein de sujets différents. Et en fait, rétrospectivement, ce que je connecte avec ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est lié aux messages, aux histoires, aux récits et à la capacité à créer des mondes et des ponts entre les gens. C'est comme ça que je synthétise un peu mon parcours. En gros, j'avais choisi le luxe plus jeune, me disant: «Je crois très peu aux politiques et aux gouvernements dans leur capacité à changer le monde parce que je crois que c'est les gens qui ont de l'argent qui le font». Et qui a de l'argent? Les grandes entreprises, et j'ai toujours aimé les histoires, l'esthétisme, l'artisanat, la beauté et cetera, l'art de manière générale. Et donc de manière très binaire, je me suis dit: «Il y a de l'argent, il y a de l'art, il y a du pouvoir, il y a du soft power, il y a du luxe, ça a une influence internationale». Pour moi, c'était les grandes maisons qui avaient de l'argent aussi. Et au moment où moi je finis mes études, grosse tendance RSE, et cetera. Donc je me suis dit: «C'est par là que je dois aller», et c'est comme ça que j'avais choisi le luxe et aussi la communication, tu vois? Est-ce que comme ça, tu as choisi le luxe ou tu cherches maintenant une excuse que tu étais dans le luxe? Après, je viens du marketing, donc tout ce que je raconte, c'est forcément réfléchi. Non, mais du coup, Ça, c'est de la manipulation. mais en tout cas, un lien là-dedans et aussi entre les mondes, les passerelles et les gens, quoi. J'ai toujours la première agence que j'ai rejoint, j'étais une stagiaire, je l'ai rejoint parce qu'elle s'appelait Les Gens, c'est tout. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un truc, j'adore qui s'appelle Les Gens, ils doivent aimer les gens, j'y vais, tu Ouais. et pour le Oh, mais super bien, super bon marketing, ça. Ouais. Mais c'était une très belle expérience. Et donc voilà, et en fait, petit à petit, il y a eu un gros déclic à un moment où en fait, tu travailles sur des projets qui finissent par être assez futiles et assez loin des ambitions de la jeune qui veut changer le monde, comme les couturiers à l'époque, tu vois? Et en fait, je me souviens d'une réunion où j'étais en train de
Donc c'est des budgets, c'est des milliers d'euros dont on parle, c'est, des packaging, donc des produits dont on parle, et l'on sort une clope et il y a de l'extrême précarité en bas du bureau et moi je suis en train de parler de milliers d'euros et de la chromie, d'une toute petite parcelle sur mon produit, tu vois? La chromie, la couleur et je me dis: «Waouh, il y a un tr là je suis vraiment très loin de ce qui m'a donné envie de faire ce métier-là» et en fait du coup j'ai démissionné, je suis partie à l'étranger, je suis partie 1 an et demi et en rentrant, je me suis dit: «OK, tu as quand même un pouvoir entre les mains et des compétences qui sont essentielles, qui sont celles de pour savoir communiquer et faire passer des messages et ça peut servir de ceux qu'on ne voit pas, tous les invisibles en fait», Mmh. tu vois? Écoute, hein, tu es parti pour te ressourcer après la démission. C'est ça? Pour Bah ressourcer et tout ça. bah, pour ce qu'on Pour se sentir, quoi. Ouais, ouais, je suis partie juste avant le Covid, donc ça fait un moment. Mais oui et en fait, je me suis dit: «C'est un pouvoir fabuleux, c'est ce qui t'a plu dans ce métier, donc mets ces armes aux mains d'invisibles, que ce soit des structures, des publics et cetera» et c'est le lien que je fais aujourd'hui, tu vois? Tu es rentrée de ton voyage, tu as recherché un boulot qui était plus dans ton Ouais. ou alors c'est une opportunité En qui fait, était dans tes souvent, c'est des opportunités. Souvent, en fait, je cherche pas grand-chose. Je me laisse assez guider par mon pif et par ce que me dit mon ventre, en fait, genre où je le sens, où je le sens pas. Et en fait, quand je suis rentrée en plein Covid de l'étranger. ouais. Et en fait, j'ai eu une belle opportunité d'un organisme de formation de par mon réseau qui, bah, c'est marrant, ça fera le cercle avec ce qu'on va te raconter, qui en fait montait un parcours de formation à destination des jeunes décrocheurs scolaires pour les former sur, le marketing, la communication, en tout cas tous les leviers, de visibilité de clubs sportifs pour aider à développer des clubs sportifs amateurs, notamment sur la région d'Aix-en-Provence. Où en fait, le pari 7OF, c'est de cet organisme de formation, c'était de dire: «Bah, il y a des jeunes, il y a un secteur qui est l'associatif, en fait, qui sait pas s'en sortir tout seul et qui a besoin de se professionnaliser en allant chercher des méthodes plutôt inspirées du monde privé, et du coup, faisons rencontrer ces mondes-là, des jeunes qui vont aller, je sais pas, devenir community manager pour les clubs de foot, pour les aider à aller chercher du sponsoring, qui leur permettront de autonomie financière et donc de, faire perdurer leur mission». Donc ça avait commencé comme ça et en gros, moi, on m'a proposé à ce moment-là, de par mon expertise et mes passages en agence, de créer les parcours pédagogiques. Donc d'outiller les formateurs sur tout ce qui était lié au module communication, web marketing, création de sites, enfin tous ces sujets-là, D'accord. pour former les jeunes. Et du coup, j'ai créé le parcours, j'ai pris une promo que j'ai formée moi, enfin où j'ai animé. Je dirais pas que je suis une bonne formatrice, ça m'a pris beaucoup trop d'énergie, c'est pas quelque chose qui me Tu peux le dire quand même. ouais, Je je crois que c'est c'est cool, mais c'est c'est pas very moi. Enfin, tu vois? J'adore concevoir, animer, ça demande une énergie monstrueuse que je n'arrive plus à donner. Et donc j'ai arrêté de former, mais j'ai continué dans ce monde-là. Et ensuite, j'ai rejoint une start-up, qui s'appelle Each One, qui existe encore, qui est fabuleuse, qui accompagne les profils exilés, vers l'emploi en France. Et pour eux, du coup, je restais dans ce secteur de l'accompagnement et de l'insertion des publics éloignés de l'emploi, mais côté siège, du coup, je déployais les programmes et on a monté tout le processus du recrutement, qualification pour pouvoir accompagner ces publics. Et en fait, petit à petit, tu vois, le fil, je l'ai tiré comme ça. OK. Les opportunités, j'ai construit en avançant, en fait. Mais là, je sais que je suis 100 ma place, quoi. Enfin, Est-ce qu'il t'arrive de douter, du coup, du choix que tu as fait ou de l'intérêt de ce que tu fais, tu vois, aujourd'hui? bah, comme je suis un profil où je sais pas ce que je ferai demain, j'ai pas de plan de carrière. Donc en fait, je doute peu à partir du moment où je sais que les choix, je les fais en alignement avec ce que j'ai envie de faire et c'est ce qui m'a aidée. Les seules fois où je doute, c'est plutôt sur, les systèmes, les politiques, surtout en travaillant dans le social. Je me dis: «Putain, j'ai envie que ça bouge, je fais chier. Pourquoi je m'emmerde autant quand il y a des choses qui sont immuables et que j'arrive même pas à faire bouger?» Mais pas dans les choix que j'ai faits, tu vois? Pas dans mes choix de carrière. Ouais. c'est très bien. Pas de moi, avec les plans de carrière, moi, c'était, je crois, j'avais 7 ans, hein. J'ai commencé à faire mon plan de carrière, jusqu'à mes 30-35 ans, hein. C'est vrai? Oui. Mmh.
Mais c'est générationnel, je crois. Ouais. Ah ouais? Et peut-être je suis un peu allemand, c'est bon aussi, je sais pas. Mon frère, pas du tout. Mon frère, il est un peu comme toi, il est dans le marketing, etc. Mais c'est un workaholic, mais il va dans tous les sens. Comme je parle avec lui, des fois, il a les bonnes journées, des fois, il a des un peu dures journées, mais dures journées pour moi, parce que si je l'écoute, j'arrive pas à le suivre. Et toi, tu as une Tu vois, chance qui est une force, je trouve aussi, c'est que tu as une vocation. Tu l'as j'ai identifiée très tôt, en fait. très tôt. Après, à 12 ans, à 7 ans déjà, la prof dit on écrit ou on fait un dessin, qu'est-ce qu'on veut pour Noël. À l'époque, c'était les Atari, les trucs comme ça. Et moi, j'ai mis un livre de cuisine. Bah, regardez, mais tu veux pas rien d'autre? Quelque chose qui va parler, toi. À 12 ans, mais je commençais à regarder chez les amis, ils étaient restaurateurs dans les casseroles en cuisine, j'ai aidé et tout. Et à 15 ans, 16 ans, j'ai entendu parler de la France qui est très fort au niveau de cuisine. Je dis, mais pourquoi pas là-bas? Du coup, je me suis dit, ça serait bien si jusqu'à mes 30 ans, j'arrive d'être chef d'un restaurant gastronomique en France. J'ai réussi à 28 ans, Ouais, ouais. je peux le dire. Pas mal. Ouais, ça. Mais je suis allé. J'en ai fait plein de voyages entre-temps pour arriver où je suis arrivé. Mais j'en ai jamais fait de voyage pour me ressourcer ou quelque chose. Je fais des voyages pour aller travailler. Parce que tu Je sais, fais parce que je savais Ouais. dans quelle direction je veux. Et comme tu dis maintenant, maintenant je suis en freelance. Parce que je veux apporter à d'autres et tout ça, parce que j'adore me former déjà, mes expériences, etc. Mais je recommence maintenant comme tu as commencé au début. Je suis un peu, je sais pas qu'est-ce qui se passe demain. Et j'aime bien ça aussi un petit peu, même si la sûreté de mon chemin, il me manque des Ouais, c'est procédures. Hein. Est-ce que du coup, tu sais que tu as déjà réussi quelque chose? Tu sais que tu Oui. as déjà plus ou moins en grande partie atteint ton objectif, donc tu peux te soulager et tu peux te dire: «Bon, ben là, je peux commencer à Au moins, j'ai fini ma première carrière. je vais un peu plus, en freestyle, quoi». J'ai fini ma première carrière et j'en veux lancer une autre. Parce que pour moi, je voulais pas Et plus dans sa carrière. Ça devenait trop. et ta prochaine carrière, c'est clair ou pas? Elle n'est pas aussi construite comme a fait Donc tu vas Exactement. Mais je crois que dans le monde dans lequel on vit, de toute façon, aujourd'hui, Il faut être adapté à ouais, toute situation. you go with the flow, quoi. Enfin, il y a un vrai truc, Je peux le répéter, s'il te plaît. you go with the flow. Non, mais il y a moi, c'est ce qui me qu'est-ce fait À Paris, c'était un slogan. Slogan pour le prochain. mais il y a un vrai truc de waouh, c'est tellement incertain demain, surtout dans, nos métiers, en tout cas le mien. Si je me demande ce que je fais dans 2 ans, je une énorme crise de panique, tu vois? Une deuxième ou Tant trois, tranquille. Merde, Ouais, faire des faut pas trop, Trop d'enfants? non. Péché. Ah ouais. Oui, parce qu'arriver jusqu'à la retraite avec les enfants tous les 2 ans. Hein. ah, c'est intéressant. Alors du coup, moi, je pense que ça fera partie d'une autre émission ça, mais parce que tu dis que toi, tu es venu en France parce que la cuisine et tout et il faut qu'on parle de la cuisine allemande un jour quand même parce que tu vois, Et pourquoi je suis arrivé en France? C'est pour pas pour aller les plus italiens. Il faut travailler en Allemagne aussi. Là. faudra qu'on en parle sérieusement un jour de la Un, cuisine allemande. un jour. Moi, je connais pas grand-chose. Si tu viens, on est mitre à moi. Ouais, on pourra t'inviter toi. Ouais. Non, mais je pense que c'est un sujet quand même. C'est un sujet. Parlons de cuisine un peu. Là, maintenant, tu es à Marseille. Ouais. Mais tu es parisien à la base. Non, je suis paroise, mais j'ai grandi à Tu as peur de le dire que. J'aime pas dire que je suis parisienne, Mais si. parce que je me suis jamais sentie parisienne. Ah, ça va. Mais j'y ai vécu 25 ans, Brésil. 20 ans. Quand même. Ouais. Et au niveau culinaire, Ouais. Paris ou Marseille? Ah là là! Eh oui. Paris, c'est assez foisonnant quand même, hein. Pas le choix culinaire. Ah! Les origines culinaires. À part les champignons à Paris, je Ouais, ils viennent de où d'ailleurs? non, mais moi, des caves De Des caves. de Oui. Paris, des caves de Paris, Oui, de Versailles. de Versailles? Oui. Je savais pas. Non, mais pour le coup, moi, je suis issue d'une famille de pieds noirs espagnols, Oui. et j'ai des gens d'Aix-en-Provence jusqu'à Grasse qui cuisinent du full méditerranéen. Donc en fait, c'est Médite. hyper ancré dans mes goûts, quoi. Donc c'est ma cuisine de prédilection. C'est tout le bassin méditerranéen. Donc la réponse, c'est Marseille. C'est Marseille. C'est Marseille. C'est Marseille. Marseille, baby. Ouais, c'est Marseille, ben, t'es marseillaise? Là, aujourd'hui, tu vis à Marseille. Ouais, ouais. Tu travailles à Marseille. Ouais. C'est quoi le kiff à Marseille, le bon plan là? Le bon plan de bouffe? Moi, tu sais, C'est juste d'une femme enceinte là qui adore manger. moi, j'ai un vrai kink. J'ai de la chance d'habiter sur la Corniche. Je suis très près de l'eau. Et du coup, moi, mon petit kink, c'est les pambagnas. Et en fait, il y a
Saint-Victor, donc dans le 7e arrondissement, il y a un petit shop qui s'appelle Bagna. C'est tout rose. C'est tout un tout petit shop. Et c'est un peu le style niçois, non? Oui, mais Ouais. et puis pour le coup, moi j'en ai bouffé du Bagna parce que depuis petite, franchement, ça fait partie des meilleurs que j'ai jamais mangé. Les produits sont trop bien choisis, le pain de maison il est dingue, c'est pas cher. Donc moi je prends mon Bagna. Tu prends ton bagna pour qui c'est parce que qu'est-ce qu'il y a dans le bagna? Qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on va Bah, trouver? la vraie recette, Ah, attention, la vraie recette, c'est toi. bon, Ça, toi. Ouais. Ça, c'est les débats. Sinon, Bocuse et Robichon, ils vont se retourner dans leur tente. Hein. non, donc t'as les petits légumes, tu vas avoir tomates, poivrons. Il me fait peur, j'ose plus parler. C'est mon œil qui te fait peur. Bon, on a des crudités au choix selon les politiques, disons. Et ensuite, t'as ton anchois. Et anchois, quoi qu'il arrive. Maintenant, je suis enceinte, donc je peux pas les manger. C'est un enfer, mais pour moi, c'est anchois, quoi qu'il arrive. Et du coup, je prends mon petit bagna. Pas de mayonnaise, rien du tout, attention. Hein, c'est huile d'olive, voilà. Des petites olives noires et tout. Et je prends mon bagna, je me mets mes fesses sur un rocher, plein soleil, et je me régale. Et c'est vraiment mon plaisir marseillais, quoi. Ça, c'est un bon. Ça, c'est... Ouais. Ouais, on visualise bien le truc, tu vois. Ouais. Je pense que. Moi, je visualise avec un verre de vin en plus. Ah ouais, Ouais. en plus du pain bagna. Ouais. Et donc, ça, c'est pas le pain bagna. Alors, sans le bagna. C'était un des meilleurs moments dégustatifs. C'était avec ma femme, ma fille, mon frère de l'Allemagne, oui, et son fils. On est allé à Cassis, sur le port. On est allé dans une supérette. On s'est pris une bouteille de blanc. On a même acheté le tire-bouchon avec parce qu'il fallait l'ouvrir. Ouais. Les gobelets. On est allé 5 mètres plus loin. Il y avait le petit pêcheur le matin. C'était au mois de janvier. Alors, assez frais. Frais, ouais. C'était la saison des oursins. J'en ai allé. L'oursin, il avait même les croûtons. Je connaissais le restaurateur juste à côté. Je demandais les croûtons. C'est bien dans la restauration, on se connaît tous. Et le pêcheur, il nous a ouvert devant nous. Il nous avait préparé notre plateau à chacun. On est allé encore 10 mètres plus loin. On s'est mis à la plage. Il y avait les rayons soleil. On était habillés un peu en mode d'hiver. Et là, Ah avec les croûtons dans l'oursin. Moi, de gens, Enfin, je dis, j'imagine. oh, C'est c'était... incroyable. Mon frère, il a dit parce qu'il ne connaissait pas les oursins. Mon frère m'a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est Il pas, ça va? non, dans l'âge pris. Ah ben non. La plage de Berlin. Et c'est réglementé comme la pêche. Et on a mangé cet oursin-là. Et oursin, pour moi, c'est un des goûts de plus complexes. Neutre, on va dire, pas un goût qu'on crée. Hein, c'est vraiment un des plus complexes. Tu fermes les yeux, t'es à la plage, t'es dans la mer, t'as un petit goût frais d'être allé né. Tu vois. C'est pas dommage. Et tout. C'est vraiment, ça ressemble à tout. Et mon frère l'a dit, mais maintenant, c'était presque, allez, 8 ans maintenant, je crois. Il s'en souvient encore. C'est, comme je dis à l'école de convivialité, je dis souvent aux étudiants, il faut enregistrer et je veux vous rappeler de vos enfances, de tout ça, parce que le goût et l'odorat, déjà, ils sont liés. Un, sans l'autre, ça ne marche pas. C'est pour ça, un Covid, Satan, ils ont perdu le goût, mais peut-être ils ont juste perdu l'odorat. Et en fait, c'est les mémoires les plus longues qu'on a. Ouais. Sont les plus profonds. Des fois, on a un goût en odorat qu'on se rappelle, on le connaît, Ouais. pas mettre d'image dessus. Je Faut crois parce que. que c'est trop longtemps, en fait. Mais c'est marrant, parce que dès que je mange très épicé, je me souviens de ma grand-mère, du coup, pied noir espagnol. Et en fait, c'était reconnaissable, sentait les épices chez elle. Et dès que je mange quelque chose qui est épicé ou oriental, c'est mon arrière-grand-mère qui a invoqué, quoi. C'est assez fou. Ouais. Ouais. Je dirais que t'as un voyage. La cuisine et le goût, ça me suit toute notre vie. C'est j'en fais presque une demi-journée, je passe avec 7 modules. J'en ai un module exprès. Je lui ai assisté un jour, d'ailleurs. Ouais, un module à ça, de toutes les origines qui se rendent compte. Je le fais revenir toutes les mémoires qu'ils ont avec la cuisine, etc. Et à la fin, ils disent, c'est vrai, en fait, toute notre vie, c'est la cuisine, c'est manger, c'est le convivial autour d'une table. Et c'est qu'est-ce qu'on veut récréer. Donc, voilà. Ouais, je passe du coq à l'âne là. Tu laisses des avis Google là-dessus?
Que des bons. Je suis pas du tout une hater, tu vois? Mais par contre, j'en laisse pas énormément, mais quand j'en laisse, c'est vraiment que ça m'a sidérée, genre, je suis trop contente, je veux vraiment donner de la force. D'accord. Donc c'est vraiment dans certains cas, Où je suis: «Ah ouais, je veux donner de la force». genre pain bagna à Saint-Victor. Je l'ai pas fait moi, mais Ah franchement, je mérite un pain bagna. Allez, que tu viennes à Orcelles. je te jure. Je sais pas qui va nous écouter, mais je Ah bah, attends, on va les identifier, on va leur envoyer un truc, on va parler attends, pourquoi pas? Saint-Victor. Voilà. Voilà, il faut vraiment écouter parce qu'elle en fait la pub, hein, un peu propriété là. Là. Ah ouais, il y a au moins une trentaine de publicités là Ouais. dans le truc. Bon, bah, après j'avais des questions, tu sais, genre tu te vois où dans 10 ans et tout, mais tu as déjà répondu, hein, Tu sais, j'ai ma coach, si tu veux, je finirai là-dessus, mais on me l'a posé cette question et c'est une coach pro qui m'a posé cette question et je conseille à tout le monde d'y réfléchir. Ne montre pas le doigt, s'il te plaît. Sans jeu. Ah ouais. Là, c'est important. Ringo, écoutez, mais ça sans menacer. Ouais, ouais. Ma coach m'a dit: «OK, Tu le racontes. oui, coach pro, vraiment pro». Ouais. Parce que il y avait des schémas, il fallait que je pète des trucs et tout. Bref et elle me dit: «OK, demain, tu fais la une du Times ou tu choisis un média qui te fait vraiment kiffer», tu vois? C'est quoi la une? C'est quoi le titre? Qu'est-ce qu'on titre sur toi en une? Donc genre en 4 ou 5 mots maximum. Et en fait, je me suis dit: «Waouh, dingue!» J'ai mis beaucoup de temps à y répondre et je crois que ça a pas changé depuis, mais j'aimerais écrire un bouquin et être reconnue pour le bouquin que j'ai écrit. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, mais tu vois, je me suis dit: «Ah ça, je serais ultra fière de moi si j'écris un bouquin sur l'éducation populaire ou en tout cas sur un sujet qui est en lien avec les apprentissages et je fais la une pour ça, je serais trop fière». Et je sais pas si c'est simple d'y répondre, tu vois? Ouais. Et pour écrire un bouquin, c'est pas assez simple non plus de commencer. Là, je me donne 30, 40 ans. Moi, je me donne la retraite aussi. Moi, je me fais engueuler au moins une fois par an par ma mère. Elle dit, ça fait 20, 25 ans que tu cuisines, tu crées les cartes, tu fais ci, tu fais ça, t'as jamais écrit une recette ni un livre. Je fais, ok, maman, je vais commencer. Mais ça fait 20 ans que je le dis. Tu es pas contente. Hein. Ah ben, j'ai jamais Je couché suis pas content non plus. mais ça, mais il y a Jamais je me dis, bah, ça serait bien de se lancer et tout ça, mais c'est bon, bah, si c'est pas le moment aussi possible. Si c'est pas le moment, il y a un moment où ça va tac, ça va être, ça, c'est une excuse. Ça, c'est pas le moment. Ça, c'est comme de découvrir ton vrai maintenant. C'est quoi, non, non, non. Ouais, je crois bien. Ça viendra Ah ouais. quand tu la place pour que ça vienne, hein. bah, ouais, après, tu peut-être pas l'envie et tout, t'as peut-être pas de truc, puis Peut-être tu auras un de tes enfants qui tu sais ce que j'ai fait ça à ma mère, moi? Je lui ai dit: «Ça suffit, un jour tu partiras, je veux absolument que les recettes soient notées quelque part». Du coup, j'ai acheté un livre de recettes template vide Oui. et j'ai dit: «Tu dois tout mettre ça». Ouais et donc ouais, au fur et à mesure, elle fait C'était une discute positif et tout ça qu'on avait, parce qu'en famille d'ailleurs, qu'on oubliait de nous demander à nos mères, à nos grands-mères, de cette tradition de la continuer. Dans cette tradition, je trouve ça, c'est une gaspille, c'est tellement dommage. tu retrouves jamais le petit goût, tu vois? Ouais, Et donc on a eu une peut-être grand-mère il y a 2 ans, 3 ans, il y a une grand-mère qui est morte. Et il y en avait une plat typique pour Noël qu'elle arrivait à le faire et elle a écrit. une grand-mère à toi? Ouais. Qui est donc de la cuisine, et puis, traditionnelle, Oui, c'est ah, c'est une, en fait, c'est du choucroute avec les pommes de terre, les boudins blancs au veau avec une sauce à la bière et pain d'épices. C'est ouais. impressionnant, on mange ça chaque année et on continue à manger. Moi, même quand je reçu mes parents, on a fait ça même en Allemagne et je commandais en Allemagne toutes les années, donc. J'ai pas vu ta tête en même temps que tu faisais: «Oh» et tout, j'ai connu cette tu avais l'air de dire: «Ouais, ça a l'air bon». ouais, j'adore. Ça les coupe. Fessier, casquette. Ben, j'ai trouvé ça tellement dommage et je voulais l'inspirer parce que mes oncles, du coup, ils veulent refaire la recette. Et chaque année, avant Noël, je reçois les messages, les appels, réexplique-moi d'ici, comment on fait. Alors qu'il suffirait qu'il écrive une fois. Mais elle m'a dit, ma grand-mère, elle m'a pas donné la recette non plus à moi. Hein. C'est ça qui est dommage. Ah, tu l'as pas? Non. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je suis assez cuisinier, on fait 2-3 tests et tout, mais j'en ai fait la vidéo de la recette. Et j'ai offert à mes oncles, à mon père surtout, et tout ça, que le QR code. En, encadré un QR code et tout ça, et chaque année, ben, en fait, il fait pareil le QR code, ils ont la recette en direct.
comment on fait la recette de grand-mère Je suis trop géniale. en cas de. Ouais. Ah, t'es pas mal, c'est vrai. Hein? Comment Ouais. Je fais toi. C'est vrai? Ouais. Ouais. Vous pouvez le trouver sur YouTube, la recette. Je ne vais pas faire la pub. Mais bon. Non, peut-être ça n'est pas un miapé. Désolé, t'as jamais, mais Zappéting ici, c'est le meilleur. Il s'envoie de la pub depuis tout à l'heure. Sans que vous le remarquez, merci. Hein. Oh. Bah, un petit mot sur la restauration pour terminer. Est-ce que ton regard sur le monde de la restauration, il a changé avec, du coup, la place que tu occupes là, dans ce projet? Oui, bah oui. En fait, je découvre un monde que je voyais que en tant que consommatrice. Et pour le coup, je suis de nature assez optimiste, donc je me dis: «Il y a beaucoup de choses à faire». En tout cas sur la partie humaine, managériale, gouvernance, et cetera. Mais je trouve que c'est un monde, fabuleux, et après je suis une énorme fan de Top Chef aussi. Donc pour le coup, j'avais ça comme image de ce qu'est la restauration, alors qu'en fait, ça a 1000 autres visages que je découvre chaque jour, tu vois? En fait, la restauration, c'est un peu comme. Faut en parler parce que tu es très créative et l'artistique et tout ça. Moi, je trouve que c'est comme un joli tableau d'un grand maître, mais on ne sait pas tout ce travail qui est derrière jusqu'à le grand maître, il arrive à faire ce tableau. Quoi. On voit que le tableau qui est le beau, comme l'assiette en restaurant. Mais tout ce qui se passe derrière, c'est tellement grand et complexe qu'on ne peut pas le savoir si elle n'est que des. C'était compliqué avec l'art et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi un tableau, c'est un monochrome, pourquoi il a tant de valeur. Oui. Parce qu'en fait, il y a un parcours, de réflexion, de travail derrière qui est pendant des années et faut réussir à le comprendre pour, Et certaines émissions, comme Top Chef et tout ça, ils nous ont aidé un petit peu pour le monde, ils ouvrent un peu à notre métier, on va dire. Ouais. Tu as un candidat préféré là, Top Chef cette année du coup? Bah, je suis moi, je peux vous dire celui de l'année dernière parce que je suis trop fan de lui. C'était quoi, Jorik? Non. Non? C'est Val, le Marseillais. Ah yes, ouais, vale. Val, forever. Il sait pas qui je suis, mais moi, je l'aime beaucoup. Et il faut le taguer aussi là, dans le podcast ou non? Hein? C'est ce qu'il a un resto qui Ouais. s'appelle le Livingstone à Courgieux. Mais il était déjà avant Il existait avant. Top Chef quoi. Ouais. Je trouve ça très bien, ces émissions et tout ça, parce que en fait, ça anime certains à découvrir le métier, ou même, on a parlé déjà, chaque mois, on parle de ça. C'est aujourd'hui un peu d'actu. Déjà, avoir l'envie de cuisiner à la maison, c'est déjà ça gagner. Les gens qui se nourrissent un peu mieux. Ouais, dans ce là moi je trouve que ça atteint un niveau quand même. Ça ne donne plus à cuisiner à la maison. Il y a personne. Non, Daphne, je dis, ben, bien sûr, de ne pas refaire qu'est-ce qu'ils essayent de faire dans Top Chef. Hein. Là, ça devient n'importe quoi. Franchement. Là, ils sont tellement chauds. Si j'en ai un, Ouais. Chen, je le trouve trop passionnant. Non, mais Le petit, ouais. c'est l'intellectuel, tu vois? Ouais. Moi, j'adore, c'est fou. Il est un peu lunaire, ouais. Et il n'y a pas toutes les mieux, non, c'est pas. Moi, j'adore. Ouais, donc, J'achète. il y a un peu tout casse, quoi. Bah, il est un peu poète, mais je pense qu'il a la tête bien sur les épaules. Non, justement, il n'a pas la tête sur les épaules. Et il est peut-être fort et tout ça, Prends- mais il a la tête un peu partout, pas sur les épaules. Hein. Imagine. Franchement, je trouve. Yes. Moi, je le trouve bien aussi. Mais il y en a l'autre qui a fait un coup facile. Là. Mais lui, oui. Cool. Regarde, il est passé. Hein. Ah ouais. Il a simulé. Ouais. Il a simulé un coup farci Ouais. C'est et c'est passé. c'est bon, hein? Ça se trouve, il a fait n'importe quoi dedans. Ouais. Et écoute. Et après, il a eu un coup de cœur quand même. Après, il y a les coups de cœur. Donc, mine de rien, c'est C'était Camerbilan. D'ailleurs, t'aurais dû mettre alerte spoiler quand même pour ceux qui n'ont pas suivi. On le mettra dans la description. Et ils ont qu'à être à jour de Top Chef aussi, attends. Franchement, ouais. Yes, bon, on se quitte sur ça. Allez, on fait ça. Hein. Eh ben, écoutez, merci. Merci Mathieu pour ton accueil. Très agréable. Merci pour ton accueil. Merci pour ton expérience. Ringo, merci. Oui, tous les 5 étoiles sur 5 hein, aussi sur notre Spotify. Je vais mettre en avis, moi. Sur Google, Pour donner de la force sur Google. c'est bien. Bon, 5 sur 5 ou moins. Évidemment. Sois honnête. Hein. C'est la fin de cet épisode, le deuxième épisode de Saveurs Brutes. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à l'école de la convivialité de nous avoir prêté Mathilde Ripoll. Merci à Mathilde Ripoll de nous avoir accueillis et d'avoir partagé avec nous son sourire et son expérience. Pensez à nous soutenir, abonnez-vous
N'hésitez pas en mettant une note de 5 étoiles, un commentaire sur les plateformes qui vous permettent d'écouter notre podcast. Dans un prochain épisode, nous devrions accueillir normalement le patron et chef des restaurants La Quinta et La Pagaille très vite pour un 3e épisode. À bientôt.